Bonsoir à tous. Le programme de notre émission ce soir va être dans un format assez particulier avec un seul invité pour une thématique qui tombe à propos à l'occasion de cette élection présidentielle, celle du 12 octobre prochain, parce qu'on sait justement quelle peut être sa contribution. On parlera ce soir de l'analyse restitutive des faits politiques et sociaux au regard de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Notre invité est naturellement universitaire, vous le savez. Il est coordinateur du mouvement national des biaïstes, Charlemagne Messanga Nyamding, avec quelques minutes de retard. Les téléspectateurs vont comprendre plusieurs aléas autour de la préparation de l'émission, mais également les déplacements dans la ville de Yaoundé. Mais on est là pour 1h30 d'échange sur cette problématique. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation Jean-Jacques et bon après-midi à tous vos téléspectateurs. D'accord, vous êtes biaïste. Comment se sent le biaïste à l'approche de l'élection présidentielle au moment où des critiques sont enregistrées, certaines très dures, contre Biya et son régime? C'est très dur. Vous savez que le biaïsme, du point de vue de l'histoire des faits politiques et sociaux au Cameroun, nous avons reconnu que c'était un pôle idéologique qui servait de sentinelle au chef de l'État dans son arrivée au pouvoir le 6 novembre 1982. Et nous sommes convenus que l'arrivée du président Paul Biya a été influencée par une transformation du Cameroun qui devait s'opérer du point de vue des libertés, du point de vue de l'éthique, tout en préservant certains acquis. Alors voyez-vous, je me souviens encore comme si c'était hier, un 21 juin 1990, que ce mouvement prend corps à Paris, qui est une association de droit français, parce que je me souviens, nous étions dans un bureau où j'étais le patron du parti à Paris, et quand vint le processus de démocratisation, sur 15 membres du bureau, 9 avaient démissionné. Certains occupent d'ailleurs des places au soleil ici et ailleurs. Alors autour de l'ambassadeur Simon Koitungu, qui était un ambassadeur engagé, impliqué, qui observait bien les activités des Camerounais, nous nous sommes décidés, et avec tout ce que cela comportait comme dynamisme, nous avons décidé de mettre en place le biaïsme, parce que le RDPC venait de trahir le président. Oui. Parce qu'à l'époque, à Yaoundé, comme partout, parce qu'à Douala, on avait des camarades comme Onana Marius, qui était dans la jeunesse, de regretter mémoire. Nous avions Elundu ici au Cameroun, nous avions Messanga Nyamding, bien entendu, en France, et quelques-uns, je ne peux pas les citer tous ici. Ateba Yene était à nos côtés, beaucoup plus jeune que nous, de 4 ans d'âge. Eh bien, nous nous sommes dit, écoutez, il y a un processus de démocratisation. Les Camerounais découvrent la démocratie. Au sein du RDPC, il y a eu beaucoup de résistance. Il y a même eu des marches qui s'opposaient à la vision du président de la République. Souvenez-vous, en 1988, lorsque Paul Biya a demandé aux militants de se préparer, il a lancé immédiatement la concurrence. Alors nous avons spontanément décidé, avec la grâce du Seigneur et son inspiration, l'inspiration de notre maître politique, le président Paul Biya, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, nous avons compris. Le RDPC est un parti de traîtres. On a vu tout le monde démissionner. La cascade a commencé à Douala avec Jean-Jacques Kindi et bien d'autres. Des démissions catastrophiques. À Paris, il y avait Patrick Dikazou et bien d'autres qui étaient à la tête de ce parti. Et ben, mon frère et ami aussi, Hervé Manuel Kom, avait démissionné à l'époque. C'est bien parce qu'il s'est ressaisi. Alors nous avons donc décidé, donc, on ne regarde plus ceux qui arborent la tenue et qui disent qu'ils sont du RDPC. Nous allons décider maintenant de lancer un mouvement qui soutient le chef de l'État. Parce que quoi que l'on dise, le renouveau est né avant le RDPC. Et c'est comme ça que ce mouvement s'est jeté à l'eau et nous avons commencé les combats. Donc nous sommes tristes, tout simplement parce que nous avons mené, au regard de votre question, des combats incroyables depuis
une trentaine d'années. Je voudrais vous dire que dans les années 90, j'ai 25 ans. Vous imaginez un petit gamin de 25 ans qui mobilise autour de lui des anciens, parce qu'à l'époque, la section de France était tenue par des anciens UNCistes qui, en réalité, ne militaient pas, mais étaient des espions, c'est-à-dire des indiques. Donc nous sommes de la première génération de militants à Paris qui venaient dire, écoutez, nous faisons de la politique. Et puis nous sortions déjà de nos chapelles. Pour ce qui me concerne à l'époque, j'étais déjà un des coordinateurs des étudiants, l'Union des étudiants de gauche en France, parce que la présidente nationale, c'était Isabelle Thomas, j'en étais vice-président. Et j'étais déjà aussi engagé au Parti socialiste. J'ai tout laissé pour rejoindre le RDPC. C'est pour vous dire que plusieurs années après, nous sommes tristes, parce qu'en réalité, il y a une bande de prédateurs multi-ethniques qui viennent de tous les corps sociaux, qui malheureusement a complètement détourné le RDPC, tant mieux encore, mais surtout les objectifs du président de la République au profit des intérêts personnels. Vous êtes donc triste, et ça dit que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que le président Biya a échoué, il faut le changement? Mais, sauf si certains sont contre le président de la République. J'ai publié, d'ailleurs je continue à le dire, je l'ai dit ici une fois sur votre plateau, un ouvrage de 700 pages. Vous vous rappelez, je vous l'avais offert aussi à bien d'autres personnes, oui. Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier, architecte du communautariste complexe. C'est-à-dire, le communautarisme était là. La complexité du communautarisme, c'est qu'il fallait mobiliser les ethnies, les femmes, les jeunes, les handicapés et bien d'autres corps sociaux. C'est-à-dire le communautarisme complexe, c'est la capacité à regrouper des gens, les différents corps sociaux, à l'effet d'accompagner le président. Alors triste, oui, parce que lorsque nous avons commencé, et surtout nous avons mis en place cette dynamique, et ça, je ne vous le cache pas, parce que très jeunes, nous avons été quand même influencés par une action qui avait été menée dès le départ par des aînés. Ça, il faut le dire que jeunes étudiants, lorsque nous avons vu le mouvement progressiste, à l'époque tenu par Grégoire Owoda, ou des personnalités comme Jean-Jacques Ekindi, et bien d'autres, nous nous sommes dit, ah ben tiens, avec l'arrivée du président de la République, nous allons peut-être atteindre certains objectifs. Et puis à l'époque, nous avions une chance extraordinaire. C'était pas le parti, il n'y avait pas un décalage entre le corps qui dirigeait le parti et puis la base qui était engagée. Parce que vous savez, le RDPC à l'époque, et d'ailleurs c'est encore le cas, a deux types d'organes, des organes centraux, comité central, bureau politique, bureaux nationaux, OF, OJ, et puis à côté, les organes de base, cellules, comité de base, sous-section et section. Bon, alors nous étions d'abord biaïstes, ça il faut le reconnaître. Parce que vous voyez, lorsque vous voyez le brouhaha et beaucoup de communicateurs, ça va dans tous les sens, des gens qui n'ont même pas fait leur école dans le parti, parce que nous on a commencé par écouter. Nous avions une chance parce que on nous rencontrait déjà très jeunes. Une personnalité comme Sengako, même s'il avait démissionné quelques temps après, c'était à l'époque le secrétaire politique qui échangeait avec nous à la rue Javel. Nous avions la chance d'avoir des grands ambassadeurs, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de distance informationnelle sur l'action du président. Et la diaspora, comme on le voit aujourd'hui dans certains services d'État et ailleurs, eh bien, on avait des personnes qui avaient le souci de nous expliquer toujours la politique du président. Alors, triste effectivement parce que très tôt, nous avons commencé à penser qu'on pouvait s'approprier et vulgariser les 5 grands principes qui encadraient le renouveau. Parce que vous voyez, les gens aujourd'hui se regroupent par groupe d'intérêts, groupes sociaux. Si on vous dit par exemple G20, c'est quoi? G20, c'est du pipi de chat, c'est-à-dire c'est un rassemblement. Du pipi de chat. Écoutez, c'est un rassemblement. Les gens qui sont un peu comme des biaïstes, qui choisissent de soutenir l'homme et non le RDPC. Oui, mais sauf que dans leur fond, 98% des membres du G20 sont des personnes qui ont combattu le président Biya mortellement. C'est-à-dire, je vous prends un cas de mon frère, mon ami Célestin Jamen, parce que j'ai écouté au poste national pompeusement des personnes nous dire oui, la part rejoint le G20. Célestin, mon frère, et j'ai beaucoup de respect pour lui.
Mais c'est Célestin Ndiamel, mon frère, qui a porté plainte à l'époque au président Paul Biya pour malversation financière et pour bien mal acquis. Et lorsque nous sommes allés au tribunal de Paris, où le président était à la bolle, il a dû quitter catastrophiquement la bolle. Parce que le juge douai de Paris, vous savez qui s'est constitué partie civile? C'est notre petite association. Et vous trouvez que Saint-Germain aujourd'hui ne peut pas soutenir le président Biya? Il peut. Il a le droit de changer, il non? Peut. Oui. Il peut. Comme mon frère Jean de Dieu Momo et bien d'autres. Mais j'appelle tout simplement votre attention que lorsque vous avez des enfants, commencez par aménager ceux qui ont toujours été là, plutôt que d'aller chercher ceux qui ont tenté de tuer le père et qui finalement finissent par vous dire que non, nous venons avec le père. Là, vous donnez l'impression que vous vous plaignez. Vous avez l'impression je donne l'impression que je fais toujours été là. Je fais une analyse rationnelle et forte. Regardez. Vous êtes de ceux qui étaient toujours là, qui ont toujours été là, mais qui semblent ne pas être ménagés, qui ne semblent ne pas avoir l'encadrement. D'abord, nous ne demandons même pas à être ménagés. D'accord. Nous demandons à faire triompher les valeurs portées par le président de la République. Vous voyez le combat que des personnalités comme Ateba Yene, moi et quelques-uns avons mené. Eh bien, on demandait tout simplement à ce que ceux qui vont vers le président Paul Biya, qu'ils soient du RDPC, de l'opposition ou de n'importe quelle autre tendance, procèdent à une évaluation idéologique. Oui. C'est-à-dire qui portait sur la rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique et le rayonnement diplomatique. C'est-à-dire que c'était le cadre référentiel qui correspond exactement à la vision que le chef de l'État a eue dès son arrivée au pouvoir, parce qu'il a énoncé comme ça les deux principaux piliers, rigueur et moralisation. Et le bilan que vous faites, c'est quoi? Il est mauvais. Il est mauvais. Il est très mauvais. C'est-à-dire que le président Biya s'est écarté, ou bien ceux qui l'entourent se sont écartés de cette des pesanteurs réelles. Des pesanteurs réelles. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas compris où et comment est-ce qu'il fallait mobiliser un peuple qui est, lorsque vous observez aujourd'hui, complètement démobilisé et qui ne joue pas collectif pour ses propres intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, le Cameroun est un peu la risée de beaucoup, les Camerounais de beaucoup d'Africains, parce qu'on se pose quand même la question, comment comprendre qu'une telle dynamique se fasse autour de la construction ou essentiellement de la durabilité au pouvoir, mais sans effet d'accompagnement du président de la République. Et regardez, tenez, lorsque vous observez tout ce que nous posons comme problème, les biaïstes ont été, à un moment donné, ou demeurent, quand je dis ont été, parce que vous avez vu en fait ceux qui tiennent aujourd'hui la chandelle à côté du chef de l'État, ils n'étaient pas là. Ceux qui tiennent la chandelle ont même mis le parti de côté. Ceux qui tiennent la chandelle ont un regard essentiellement de durée de position de pouvoir. Regardez dans toutes les sociétés sérieuses, lorsque vous occupez une fonction de décision et de pouvoir, vous êtes un acteur actif, vous êtes un modèle, il y a l'éthique, il y a ce qu'on appelle la vertu, il y a l'accompagnement. Mais malheureusement, tout s'est construit à un moment donné à l'effet de donner l'impression que on peut dire aujourd'hui au président Paul Biya, dehors, et demain on revient et on vous récupère, sans toutefois évaluer la vision et la traçabilité donnée par le chef. Et c'est ça qui nous a posé problème. Mais il reste finalement quoi au président Biya? Le parti, le RDPC, vous le dites, a échoué. Dans son entourage, il y a un délitement total et j'allais dire un éloignement des principes de base du président Biya lorsqu'il arrive au pouvoir. Il lui reste quoi? Il reste au président l'État et une bande d'opportunistes aujourd'hui qui, vous savez, nous avons longtemps appelé le président le Fins. Oui. Lorsque vous lisez mon ouvrage, Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier, nous qui l'avons bien connu. D'ailleurs, lorsque vous voyez tout ce qui se passe autour de lui, prenez l'exemple récent d'une espèce de, appelons ça, querelle ouverte. Lorsqu'une grosse personnalité comme René Sadi sort et dit, le président a dit, je verrai si je continue ou si je vais me reposer au village. Vous voyez, une grosse personnalité dont Sadi a été le patron, le ministre d'État Jacques Famedoro, qui vient dire non, non, non et non, il sera candidat. C'est un bouleversement qui tend à montrer que le président Paul Biya n'est plus capable de prendre position quand on voit la sortie du ministre d'État Famedongo, qui vient dire non, Biya n'a plus rien à dire, il n'a pas à nous dire qu'il peut se reposer ou il peut continuer.
Il a rabroué en mon Dieu vision comme ça le ministre Sadi. Quand vous observez cela, ça doit vous faire tilt. Vous êtes en droit de vous poser des questions. Or, lorsque vous voyez aujourd'hui le processus de gouvernance initié par le président Paul Biya depuis 43 ans, le président est seul. Le président est seul. Il est pratiquement seul. Il est avec des nouveaux copains, des gens qui n'ont pas œuvré pour lui, de tous les côtés, pour la plupart. Parce que, regardez le silence. Si vous faites le processus historique d'accompagnement du président, où on a eu quand même des personnalités comme François Sengako, qui a joué un rôle déterminant dans le conflit Biya-Idjo. Lorsque vous pensez à des grosses personnalités, à un moment donné, comme Joseph Owona, qui ne sont plus là, vous voyez des personnalités comme Abo Machoyi, vous voyez des grands secrétaires généraux successifs, comme il a eu, comme Charles Ndumba, des gens sérieux. Le silence d'une grosse personnalité comme John Mwele. Entre autres, je voudrais vous dire que parlant de John Mwele, je voudrais quand même faire une parenthèse là-dessus pour vous dire que c'est l'un des précurseurs pour le libéralisme communautaire. Vous voyez des prédateurs intellectuels qui ne comprennent rien, qui vous disent même qu'ils peuvent réécrire l'ouvrage pour le libéralisme communautaire. On dit nouvelle version. C'est-à-dire qu'on est en 82. Ils ne disent pas que voilà le bilan. Vous savez, dans un parti sérieux, dans un mouvement politique sérieux, effaçons le RDPC, parce que moi je suis exclu, je ne voudrais plus parler et donner l'impression que je parle du RDPC. Mais je parle du président Paul Biya et de sa vision. Vous écrivez un ouvrage en 82. Les acteurs, les précurseurs de cet ouvrage, parce que moi, j'ai eu la chance d'en discuter avec tous, y compris le chef de l'État, sur le fondement de pour le libéralisme communautaire que je connais au bout des doigts, vous verrez qu'il avait autour de lui cinq personnalités, parce que quand le président arrive, si vous lisez mon ouvrage, je vous démontre que dans les échanges avec le professeur Ndjo Mwele, François Sengako, le président Paul Biya lui-même, sa vision a été canalisée à un moment donné dans pour le libéralisme communautaire par 5 intellectuels, sous la coordination du professeur Ndjo Mwele. Il y a eu le professeur Ndjo Mwele qui vit encore. Vous savez que nous étions dans un pays fort, où les gens sont un peu sérieux. Ils veulent mobiliser et former et reformer les consciences. Dans une émission comme celle-ci, vous vous serez levé et vous aurez vous aurez tendu le micro à Ndjo Mwele. Parce que c'est l'un des rares témoins de l'histoire. Vous dites, mais écoutez, un professeur de sciences politiques, de surcroît biaïste politique, nous a dit, vous avez été un acteur de la matérialisation sous instruction du président de la République pour le libéralisme communautaire. Il va vous dire qu'il y avait Ndjo Mwele, il y avait François Sengako, il y avait Hubert Mounoundjana, il y avait Kangé Wane, et puis il y avait Charlie Gabriel Mbok. Et de tous, 2 sont vivants. Je dirais 3, avec celui qui a passé la commande de la matérialité des contenus et de ses visions. D'accord. Il y a Ndjo Mwele qui vit encore, et il y a l'autre. Alors quand vous voyez plusieurs années après, des personnes qui n'ont pas connu et la base, et la vision, et le combat du président, vous dire, on a réécrit pour le libéralisme communautaire, vous comprenez que des prédateurs. D'accord. Je vais revenir à ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Oui. Vous présentez le président comme un homme seul. Un homme seul aujourd'hui. Aujourd'hui. Pourtant, il y a quand même, autour de lui, on voit les mêmes postes, les postes sont occupés. Il n'y a pas notamment de postes vacants. C'est quoi, qu'est-ce qui justifie le fait que vous considériez qu'il est seul aujourd'hui? Il a fait un mauvais casting où il avait des gens qui ne comprennent pas sa vision. À qui la faute? Ne serait-ce pas à lui la faute? Lorsque vous faites un peu une analyse rétrospective de la gouvernance, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont soutenu le président de la République l'ont accompagné et l'ont permis et l'ont même amené à consolider son pouvoir, parce qu'à l'époque, il y avait le conflit Biya-Idjo. Parmi ses précurseurs, je ne vais pas revenir sur Sengako. D'accord. Il y avait au-delà de Sengako la naissance d'une nouvelle classe politique qui était forte, appréciée, où, il faut dire, le là a été donné par une personnalité comme Georges Gango, parce que je me souviens encore, lorsque nous, très jeunes, parce que nous sommes les enfants je peux dire, la jeunesse historique du RDPC, c'est nous. C'est-à-dire que c'est ceux qui se sont engagés, qui ont aujourd'hui entre 55 ans, pour les plus jeunes parmi nous,
et 60 ans pour les vieux parmi nous. C'est nous qui étions là. Nous ne sommes pas aujourd'hui 3%. Témoins. C'est-à-dire que quand on dit analyse témoin, c'est parce qu'à un moment donné, je peux m'asseoir à côté de vous et je vous dire, écoutez, j'ai discuté avec Ngango, j'ai discuté avec Joseph Rona, j'ai discuté avec Sengako, j'ai discuté avec des personnalités comme Emma Basile. Nous avons été sur les terrains dans toutes les circonscriptions. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai connu tous les secrétaires généraux du parti. On est d'accord là-dessus, professeur, mais on n'a toujours pas compris pourquoi vous dites qu'il est seul. Il est seul parce que les idéologues, ceux qui pouvaient porter, matérialiser ces idées, ne sont plus là, en place et lieu des fonctionnaires. Observez même la séquestration idéologique et politique du système. C'est quoi? On m'a nommé. On m'a nommé. Regardez l'escarcelle ministérielle. Dites à toutes ces personnes qui sont dans les services centraux des ministères pour la plupart, qui occupent les fonctions de pouvoir de décision, maintenant d'aller bavarder, faire la campagne. Vous ne les voyez pas. Nous avons été militants avant de devenir intellectuels. Mais dans les pays sérieux, c'est ceux qui occupent ces postes. Qui c'est aujourd'hui devenu un parti de décret, de fonctionnaires. Oui, mais attendez, un parti, comme je l'ai dit, des réseaux qui font feu de tout bois. Oui. Ça veut dire que la neutralisation, et d'ailleurs ça a emporté quelque part moralement mon frère, mon ami Charles Tebayene, y compris moi-même, c'est-à-dire que des personnes, des rentiers, qui à un moment donné, lorsque vous êtes dans un ministère, hein, vous avez des groupes factistes qui ne portent pas l'idéologie du président, mais les gens sont toujours en train de courir. Mais vous brandissez qu'il y a des résultats. Ils n'ont pas perdu d'élection jusqu'à présent. Oh, mon Dieu. Vous avez été là en 92, Jean Zazé. On a souffert. Vous savez ce qui est un peu... et qui vous donne du vague à l'âme aujourd'hui, Jean Zazé. Moi, je vous dis que dans les années 92, nous avions 25 ans. C'est parce que nous avons été témoins. Vous savez, j'ai eu une chance en 92, étant le patron du parti à Paris. L'ambassadeur Nkoy Tungu m'a fait descendre ici. Nous étions 4 de la grande section RDPC de France. Alors, arrivé sur le terrain, on nous a déployés. Moi, on m'a déployé, je me rappelle, lors des élections du 1er mars 92, j'ai été l'un des directeurs de campagne. Il y avait même un système de directeurs idéologiques et directeurs de campagne. Et à côté, je me rappelle, il y avait des personnes comme Madame Suzanne Bombankolo, il y avait les Noah Crisigone, il y avait les Amier Gérard et tout, qui étaient avec nous et nous portions l'idéologie avant qu'ils prennent la parole. Y compris Fema Basile. Je suis sur un poste de télévision. Les gens nous regardent. Je crois que Noah Crisigone, je ne sais pas si qu'il est devenu, vit encore. Amier Gérard est peut-être décédé. Bombankolo vit encore un peu. Donc il y avait des dynamiques portées sur ceux qui voulaient voir naître. Et du point pratique, le renouveau, la rigueur, la moralisation et la justice sociale. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Des gens reviennent avec des diplômes et vous disent qu'ils sont agrégés. Mais vous dites que le plus important finalement, c'est quoi? Un parti politique, c'est accéder au pouvoir et tout faire pour se maintenir. Oui, et jusqu'à présent, ils n'ont rien fait pour se maintenir. C'est pourquoi 92, puisque nous sommes là. Moi, je continue à suivre votre conducteur. 92... Oh, j'ai l'impression de revivre ça, mais de manière plus négative aujourd'hui. Lorsque les gens voyaient John Fundi, qu'est-ce qu'il vous disait? Un libraire, un illettré, il n'est rien, il est ci, il est ça. Mais lorsque le résultat est tombé, c'était le glas dans les états-majors du parti, autour du président. Je comprends qu'on était surpris. Je comprends qu'au départ, il y avait une impréparation dans le discours, mais c'était déjà une conséquence du congrès de Bamenda. Lisez mon livre, je vous cite Sengako. Sengako, je cite. Lorsque nous sommes allés à Bamenda, nous avons voulu transférer les principaux acteurs politiques de l'UNC, suffisamment politisés, à l'effet de contribuer à leur promotion au comité central et ailleurs. Senga. Fin de citation. Je ne peux pas oublier cette citation. Arrivé à Bamenda, dans cette supercherie, on a présenté le président comme un intellectuel, c'est vrai. Beau gosse, c'est vrai. Mais à un moment donné, il fallait quand même porter le parti avec des idéologues, comme ce fut le cas à l'époque d'Aïdjo, où vous avez des personnes comme Aïssim Vodo, vous aviez des personnes comme Ekwabi Ewane, Tchanga Define, Félix Sabaliko, des gens comme William Eteki. Pour moi, ça veut dire que des personnes humbles,
politisé. Mais ces personnes, professeurs, ne reviendront plus. Oui, mais permettez-moi de continuer avec votre permission. Parce qu'on a très peu de temps. Oui, on a très peu de temps. Je vais commencer. Concis, voilà. Rien que cette partie est intéressante et elle nous permettra d'aller très vite. Parce que vous m'avez demandé qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Bien, la conséquence de 92 est que, malheureusement, on a rentré des intellectuels au comité central. Des intellectuels, je ne vais pas tous les citer. C'est une faute. Mais suivez mon regard. Oui. Oui, mais à un moment donné, lorsque vous prenez toutes les dynamiques politiques, au Cameroun, ailleurs, en Afrique ou en Europe, vous allez voir que lorsqu'on vous parle de Jacques Lang, c'est un intellectuel. Mais il était d'abord un militant. Vous comprenez? Lorsqu'on vous parle de Charas, c'est un intellectuel. Dans le Parti Socialiste, je vous parle des cas que je connais très bien. Je peux continuer à vous en citer. Mais malheureusement, lorsqu'on nous amène certains agrégés, suivez mon regard. On le suit très bien. Vous comprenez? Votre regard, bon, et puis on reconstruit le parti avec ceux qui sont aujourd'hui membres du bureau politique. Suivez encore mon regard. Le membre du bureau politique qui a par exemple interpellé Sadi. Demandez-leur si... Demandez-leur... Je vous prends le cas de mon frère et de mon père, Famendongo, que j'ai connu, j'étais étudiant. Parce qu'en relais avec le Patriote, nous on assurait le relais. Lorsque Charles Ndoumba, le ministre Famendongo vit encore, j'étais jeune militant engagé, arrive. Il fait de mon camp conseiller du comité central. C'est moi qui le reçois à Paris. Jean-Fabien vit encore. Il est là. C'est moi qui organise, en tant que militant, pas en tant qu'intellectuel, qui organise le séjour de Ndoumba au Méridien Montparnasse. Et c'est pour la première fois qu'il me présente votre frère de l'Est et mon frère et mon ami Christophe Mienzok. Il leur dit... Encore très jeune. Encore très jeune. Moi aussi. Mais il leur dit, voilà les jeunes qui tiennent le parti. Et il dit, je vous ai mis là par anticipation. Mais alors, M. Ndoumba nous a révélé quelque chose qui me reste en mémoire. La main sur le cœur. Mon père Famendongo vit encore. Lorsqu'il fait de Christophe Mienzok, Dopi, directeur des organes de presse et d'information du parti, les Famendongo se révoltent. Ah bon? Famendongo, je me rappelle en mémoire, il dit, mon étudiant, comment nous ne sommes rien, on n'a pas de poste, on prend mon étudiant de l'Estique, à peine quelques jours à Cameroun Tribune, on en fait directeur des organes de presse d'information du parti. Suivez mon regard. Dans des délégations où j'ai des parents et des amis qui avaient saisi le président, l'effet de dire que quand même le ministre Famendongo écrit bien, même s'il n'est pas militant, même s'il n'a jamais été à la section ou quoi que ce soit, le président a pris acte de cela. Il a rencontré Ndoumba, je vous cite Ndoumba dans un échange avec moi, je l'ai dit dans mon livre, et j'ai écrit le livre Ndoumba vivait encore. Il dit, bon, on va calmer tout ça, on va faire de Famendongo le secrétaire national à la communication. Puis après, membre du comité central, membre du bureau politique. Je reviens donc sur les fondamentaux du parti. Très rapidement. Vous savez que lorsque vous êtes autour d'un chef d'État, il ne faut pas banaliser les expériences. Il ne faut pas banaliser tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui ces improvisations, des personnes qu'on place ici et ailleurs pour vous récompenser. C'est ce que le parti est devenu? Et je ne parle pas du parti, je parle de l'État et de la politique du président, où je vous ai dit qu'elle a été confisquée par des prédateurs qui l'ont à la fin mise en difficulté. C'est là où je voulais chuter. D'accord. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, c'est le désarçonnement. C'est le désarçonnement et c'est ce qui me rend triste au regard de votre question. Alors, le biaïste que vous êtes observe la scène politique aujourd'hui. On est par exemple à une présidentielle. Vous vous dites que Biya ne doit plus aller à cette affaire-là pour avoir subi autant de trahison, mais les candidats, vous le soutenez toujours? Qu'est-ce qu'on peut faire quand vous êtes biaïste? Vous voyez, vous ne dites pas quand même que vraiment, après avoir subi toutes ces trahisons, il vaut mieux aller se reposer, non? Vous ne le dites pas? Je vais vous dire quelque chose. Il y a eu des étapes. Dans le chapitre 4 de mon ouvrage, je l'ai intitulé « Paul Biya, la maîtrise du pouvoir ». Si vous vous souvenez... Est-ce que votre livre n'est pas hors sujet par rapport à ce que vous dites, puisqu'il y a des prébendiers qui ont récupéré le pouvoir, qui en font ce qu'ils veulent? Est-ce qu'il a encore la maîtrise du pouvoir? Il est bien parce que c'était une dynamique fondée sur le discours. Oui. C'était une dynamique construite sur la température sociale. Vous savez, M. Jean-Jacques Zé, lorsque
vous avez de la fièvre. Un médecin vient, il vous prend la température et il vous dit, Jean-Jacques Zé, c'est 40 degrés. Est-ce que vous cassez le thermomètre? Non. Alors c'est ce qu'ils ont fait avec des gens comme nous. Vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque vous observez ce qui se passe autour du chef de l'État, on attend le président. Ils ont bien mené leur déconstruction au point où, regardez la construction et les relais, même chez vous dans les médias, écoutez la radio, c'est de la vomissure. C'est dégoûtant quand vous écoutez certains journalistes, certains acteurs qui vous disent « Oui, au Grand Nord, on va gagner. Au Grand Nord, on a gagné. Le RDPC est plein. » Ils ne comprennent même pas que le RDPC est démobilisé de l'intérieur, parce que même les ministres de la République, alors quand vous regardez le mauvais spectacle que le ministre d'État Femme Ndongo a offert, lorsqu'une grosse personnalité comme René Sadi vient vous dire qu'écoutez, il faut calmer les troupes, il faut qu'on réfléchisse, on le rabroue comme ça. Mais les gens, vous avez, quelle preuve voulez-vous encore avoir à l'effet de démontrer qu'il y a implosion? Vous le dites clairement, il y a implosion. Implosion est là. Qu'est-ce qu'on veut cacher? Ils veulent nous cacher quoi, nous? Regardez, ils ont finalement, pour construire leur fondement, lorsque le ministre Kamto parle, mais M. Kamto, il n'avait qu'à aller aux élections. Regardez la morale. Mais ils ne disent pas que nous, moi j'ai soutenu la révision de la Constitution en 2008. Oui. Ils ne disent pas que si nous n'avions pas soutenu la révision de la Constitution, Paul Biya ne serait plus là. Et ils ne nous disent pas que lorsque le ministre Kamto, par exemple, décide de ne pas aller aux élections, il sait qu'il y a des élections en février. Or, le motif constitutionnel et textuel d'un report, c'est une situation exceptionnelle. Et vous dites qu'il n'y a pas... L'exception est devenue la règle. Et vous dites qu'il n'y a pas une situation exceptionnelle. Il n'y a pas une situation qui peut justifier le décalage de l'élection municipale et législative. Oui. Bien maintenant, le ministre Kamto se dit bien, bon, et regardez la petite chanson, hein, il aurait dû aller aux élections. Mais ils oublient quand même avec un peu de jugeote que quand vous êtes sérieux et vous soutenez Paul Biya dans la vertu et l'éthique qu'il nous a léguée, on peut leur retorquer qu'il ne fallait pas renvoyer aussi les élections. Là, on est d'accord là-dessus. On continue et on avance rapidement. Oui. Et vous voyez que quand on va aller subtilement et légalement, en tout principe de légalité, il va aller prendre une adhésion dans un parti. Parce que quand vous lisez le texte, il y a deux piliers juridiques qui permettaient au ministre Kamto d'être éligible. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, la Constitution oui. et l'article 121 dans son 1. Parce que la notion de représentation, Jean-Jacques Zé, la représentation en droit, cette notion-là signifie que lorsqu'un parti est représenté, il mandate qui il veut, même si vous n'êtes pas militant. C'est le mandat. Mais la question militante ne s'est pas posée. C'est la question de oui, mais vous avez, c'est la question d'investiture qui s'est posée. J'appelle donc, j'appelle votre attention d'abord. Avant cela, la question du militantisme s'est posée parce que le ministre Grégoire Ouona, les ministres Grégoire Ouona et mon frère et mon ami Jean de Dioboumou ont dit, tiens, on voulait qu'il se présente, il fallait qu'il démissionne. Grégoire Ouona, parce qu'il aurait fallu d'abord, et maladroitement, hein, il le dit maladroitement. Je vous montre mais on retiendra que le Conseil constitutionnel n'a pas retenu cet aspect-là. Mais on retient d'abord qu'il y a eu des démarches juridiques biaisées qui relèvent de la casuistique. Avec Paul Biya, je suis en train de vous démontrer que comment ils ont neutralisé le président. On a neutralisé le président par le mensonge. On a neutralisé le président en mettant en avant des discours et des principes anti-ethniques. Parce que quand je vous parle des prédateurs multi-ethniques, mais ils ont fondé leur constitution contre les Bamileke, notamment Kamto. Alors pour qu'on se comprenne bien, oui. Vous dites qu'on a neutralisé le président pendant que certains pensent que le président a perdu le contrôle de la machine. Vous ne pensez pas que les deux aspects peuvent être évoqués? Si on prend les dernières sorties de Issa Thiron Abakari, par exemple, ou de Bello Bamaïgari, qui disent depuis certains temps n'avoir plus jamais rencontré le président, il n'y a pas eu de conseil, il n'y a pas eu de réunion de ceci ou de cela. Est-ce que ce n'est pas un abandon finalement? Oui, mais qu'est-ce que Bello a dit de faux? Qu'est-ce que Chirouma a dit? Est-ce que c'est donc le résultat de la neutralisation ou alors de l'abandon de la machine? C'est le résultat de la neutralisation. Oui. Et je vais aller plus loin. Observez ceux qui portent des discours, des menteurs, des prédateurs
des opportunistes. Et je suis convaincu qu'ils veulent renverser le président. C'est ce que j'ai appelé en partie le coup d'état scientifique. Discours par embuscade. Gouvernance par embuscade. Clientélisme par embuscade. Quand ils viennent vous dire... Vous pensez qu'ils veulent vraiment renverser le président alors qu'ils semblent se servir profondément, observez l'escarcelle. Je vais l'illustrer. Oui. Lorsque Camto parle, oh il n'est rien, il n'est rien, il ne contrôle pas l'Ouest. Vous croyez que vraiment si on faisait un vote, ou si, parce que moi je sais, je vous donne l'exclusivité, il va se positionner. Vous n'êtes pas en train d'être un camtoïste finalement? Permettez-moi. Allez-y. Je suis quelqu'un. Vous voulez que je vous fasse une confidence? Oui. Je vous aime, c'est ça, vous me faites penser à Yves Mourouzi. Vous êtes un journaliste qui fait parler. Je vous assure, la main sur le cœur, je n'ai rencontré le ministre Camto qu'une seule fois, en 2005, lorsque je suis rentré de France. Je le rencontre dans quelle circonscription? Je suis membre du laboratoire d'anthropologie juridique et politique de Paris. Si le ministre Camto nous écoute, il peut témoigner de cela. Lorsque j'ai décidé d'opérer mon transfert au Cameroun, Michel Alliot, qui est le directeur de mon laboratoire, Étienne Leroy, me donne une lettre de recommandation. Il me dit, sur le plan académique, allez le voir, parce que c'est lui qui s'inscrit dans notre dynamique de l'anthropologie du droit. Il était doyen, je me suis présenté à lui, je lui ai dit, ah ben Alliot, Michel, et Étienne et moi avons fait beaucoup de choses à la Sorbonne. D'accord. Donc, je n'ai jamais rencontré le ministre Camto. Vous pensez que c'est injuste qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle? C'est sauvage. C'est au-delà de l'injustice. Mais c'est barbare. C'est-à-dire que on ne peut pas donner l'impression que le code électoral et les institutions qui sont les nôtres sont une construction qui exclut certains Camerounais de leur citoyenneté. Le monde nous regarde. Le biaïsme, c'est la justice. Bien, alors, quand on vous parle de Camto, il n'est rien. On vous parle de Chirouma, oh, il a volé au ministère des Transports. Je vous montre l'indolence et l'insolence qui animent des personnes qui sont d'une violence verbale rare. Regardez sur les plateaux. Akeremouna, oh, c'est un ancien prisonnier. Il a été condamné par sa soeur. Mais où est le président et son programme? Où est mon maître politique et son programme? Mettez ça en œuvre. Et alors, quand vous dépassez ce cadre-là, mais vous dites que la politique, ce n'est pas le voie bébé. On n'accueille pas les adversaires. Ce n'est pas la non, c'est pas on se bat pour les écarter, afin que le programme de votre maître politique puisse être plus visible. Non, c'est faux. D'accord. Je suis professeur de sciences politiques. C'est des tacles irréguliers. Dans la politique, il y a une dimension éthique lorsque nous sommes dans la République. Vous voyez, je peux vous garantir que le 8 septembre prochain, quoi que l'on dise, Bayrou en France va tomber parce que c'est le jeu social et le jeu politique, la règle du jeu politique connue par tous qui va s'imposer. Mais ce que je voudrais vous démontrer, Jean-Jacques Zé, on ne peut pas être dans un pays où c'est l'injure, c'est le dénigrement, qui encadre nos acteurs politiques. Vous ne pouvez pas donner l'impression que tout le monde... Et puis, quand vous savez quand même que une personnalité comme Bodeba, je vous assure, qui a été secrétaire général adjoint de la présidence, ministre du Plan, Premier ministre, numéro 2 du gouvernement actuel. Parce que beaucoup ne veulent pas lire dans la réalité. C'est le plus ancien des ministres d'État. Lorsqu'il vous dit « je n'en peux plus », qu'est-ce qu'on fait dans un pays sérieux? On met en place des dynamiques et des acteurs de la médiation, de la conciliation, de la négociation pour dire que cachons notre nudité, allons voir Bello. Vous comprenez? Le président Paul Biya a construit et consolidé son pouvoir par la négociation. Première négociation. Le RDPC en 92. Mais ceux qui disent qu'ils n'en peuvent plus, pourquoi eux, vous ne leur demandez pas d'aller à la négociation, puisque depuis des années, ils sont dans la négociation? Pourquoi est-ce qu'ils décident de partir et de s'exprimer de cette façon-là, alors qu'ils ne sont pas entrés de façon véhémente? Bien, leur motif est valable. C'est quoi leur motif? Ils ne voient plus le président de la République. Oui. Bon, écoutez, est-ce qu'ils ont tort d'appeler notre attention sur une mobilisation qui doit se faire où nous voulons sentir cet homme que nous aimons,
cet homme qui a mobilisé, cet homme de combat, Sosfrens, qui nous a toujours fait rêver. Est-ce que ce n'est pas léger quand même pour un type qui a été Premier ministre, au moins qui a été Premier ministre, qui est la deuxième personnalité du gouvernement, de partir en disant que je ne vois plus mon allié? Est-ce que c'est suffisant? Ça veut dire qu'il en sait trop. Il en sait trop. C'est-à-dire que si vous voulez, et ça c'est ce qu'on appelle les spasmes de la sauvagerie camerounaise, particulièrement, c'est qu'à un moment donné, on ne se pose jamais de vraies questions. Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir, un président de la République a des collaborateurs? À un moment donné, à ce niveau, est-ce que ces collaborateurs, c'est-à-dire les piliers qui accompagnent le président de la République, peuvent savoir quelque chose que je vais vous révéler? Un ministre d'État est un ministre du président. Oui. Ce n'est ni un ministre du secrétaire général de la présidence de la République, ni un ministre du directeur du cabinet civil. D'ailleurs, le directeur du cabinet civil a cette courtoisie reconnue, pour ne rester que là. Je ne dirais du mal de personne, mais je dirais du bien de ceux qui font du bien. Sachez que lorsque vous êtes professeur, un professeur des universités, c'est le professeur du président. Le magistrat est le magistrat du président, parce qu'ils sont le président de la République. Le préfet est le préfet du président. Le sous-préfet est le sous-préfet du président. Le gouverneur est le gouverneur du président. Qui peut interdire au sein d'un État, lorsqu'on parle de l'État, la res publica, la chose publique, à un acteur décisif de l'Alliance qui a sauvé le président 4 fois? 4, je vous cite des 4 fois. Bello a été un acteur décisif lors des législatives de 92. Oui. Chirouba et lui vont rejoindre la grande coalition pour donner le président de la République, qui n'avait que 59 ans, lorsqu'on disait déjà Biya Mosgo, de se maintenir au pouvoir. Kodok va suivre avec 18 députés à l'UPC. Dakoli Daksala va suivre avec 6 députés. Et l'UNDP va suivre avec 68 députés. Ils ont contribué. Ils ont sauvé l'État. Ils ont lutté pour la paix sociale au Cameroun. C'est les biaïstes, nous sommes témoins. Bien, voilà 2. 92, les élections d'octobre 92. Je vous fais une confidence du chef de l'État dans de nombreux échanges. Le ministre Bello, que le président a envoyé chercher, parce que je vous donne encore une exclusivité, c'est le ministre Sadi, les ministres Sadi et les ministres Nkulu qui vont chercher le Bello Bouba au Nigeria. Le président met tout ce qu'il faut faire pour que Bello revienne. Mais en guise de reconnaissance et de sempiternelle gratitude, le ministre Bello, et là je tire cette source, je l'ai écrit dans mon livre, Paul Biya vit encore, j'ai personnellement demandé au ministre Bello, d'ailleurs il appelle au premier ministre Bello. Oui. Le président, lorsque vous avez un échange avec le président, il est d'une courtoisie exceptionnelle. J'ai personnellement demandé au premier ministre Bello Bouba Magari de se présenter quand même, parce que le président savait en 92 aux élections d'octobre que si Bello Bouba, qui avait obtenu 19% de voix, s'il ne se présentait pas, il y avait encore le mythe de l'hostilité haïdjoïste, eh bien, je vous assure que ces voix partaient. D'accord. On veut dire donc à 4 fois, ils ont sauvé le pouvoir. Deux fois. Oui. Troisième fois, et encore que, entre parenthèses, il y a une autre fois, lorsque Bello arrive, mais Samuel Eboye avait découdre avec le président Paul Biya. Il veut en découdre. C'est Bello. Ce Bello que certains insultent. Ce Bello qui a été patient. Ce Bello qui a été secrétaire général de la présidence de la République à 23 ans. Et qui a été le premier ministre. C'est lui qui vient éteindre le feu. On est d'accord. Il dit, je vais reprendre l'UNDP, aller faire discuter avec vous. Et puis, à un moment donné, il y a encore une 4e fois, récemment encore. Écoutez, moi j'ai été dans des Est-ce que ces Bello-là, finalement, après tout ce que vous racontez, tout ce que vous dites, qui sont des faits, est-ce que ce Bello peut porter aujourd'hui le message du changement? Est-ce qu'il a la crédibilité pour le porter après avoir été avec le président il y a une vingtaine, une trentaine d'années? Est-ce qu'il peut, de façon légitime, porter le vent du changement? Nous avons un peuple tétanisé par ses intérêts, certains. Quand je dis tétanisé, pour 2 raisons. 1, le ministre Bello peut, et qui a connu bien le président de la République, peut bien porter le Cameroun. D'ailleurs,
D'ailleurs, le président Paul Biya le lui a toujours dit. On dit de lui qu'il est comptable de ce qui peut être ça critique aujourd'hui. Chez nous, au Cameroun, on appelle ça le dénigrement, c'est-à-dire le petit Congo. Vous pensez qu'il peut se dédouaner du bilan? Vous savez comment les enfants, comme je oui. fréquente beaucoup de gens dans des quartiers populaires, c'est un petit macabo qui ne marche pas, qui ne tiendra pas. C'est qui vient dire le macabo. Écoutez, l'État est là. Oui. Quel est l'objectif aujourd'hui de l'État? C'est savoir quand même que nous avons notre maître politique. Qui est mon maître politique? Un président de la République pour vous autres, parce que lui, il est mon maître, mais le président de la République du Cameroun est présent et peut prendre des décisions. Regardez comment les Camerounais sont hypocrites. Qui n'a pas le sentiment que le président n'est plus là au regard du désordre et le dérèglement que font certains de ses collaborateurs? Vous les biaïstes? Mais écoutez, vous voyez que nous sommes là dans une dynamique de post-pension et d'élévation de l'image du président. C'est ça la difficulté à être biaïste dans ces conditions. Non. Que qui n'a pas l'impression que le président n'est pas là, mais vous restez biaïste, vous accrochez. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Jean-Jacques Zé, je voudrais, et je crois que j'ai déjà marqué le Cameroun, parce qu'il manque des gens fidèles. Vous savez, j'ai entendu certains intellectuels parler des partis Yango. Mais il y a des intellectuels Yango. Les intellectuels Yango ont rempli l'escarcelle. Les fonctionnaires Yango. Et ils sont comment? Mais c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas stables, qui saisissent la moindre opportunité d'argent pour se repositionner ou pour défendre leur sort. Je défends deux choses, moi, les biaïstes. Un, l'image du président de la République. Vous pouvez vous avez depuis qu'on m'a exclu. Vous avez été témoin que M. Nkouvodo a voulu me donner, avant Akere, c'est moi que Nkouvodo voulait donner la présidence, la candidature. J'ai dit qu'Nkou, je ne peux pas me permettre une telle chose parce que je coordonne un vieux mouvement que nous avons créé à la sueur de notre Mais c'est ça, vous défendez l'image du président et vous dites vous-même que le président n'est pas visible. C'est quelle image? Non, est-ce que vous parce que nous, les biaïstes, sommes aussi victimes de ce même coup d'état scientifique. Pourquoi ils veulent nous écarter? Pourquoi ils nous ont tenté de m'écarter? Parce qu'en fait, à un moment donné, ils ne voulaient pas avoir ou voir à côté du président ceux qui connaissent l'histoire politique du Cameroun sous le renouveau. Écoutez, leur stratagème était simple. C'est comme si Jean-Jacques Zé, vous êtes dans une maison. Vous êtes les enfants du père. Vous êtes avec le père. Le père adopte les enfants dehors. Et lorsque les enfants du dehors viennent, ils se rendent compte que nous protégeons un peu trop le père. Il y a des armoires qu'on n'ouvre pas. Il y a des costumes sacrés que nous ne pouvons pas nous permettre de porter. Parce qu'on se dit quand même que, attends, c'est le costume de papa. Mais ces enfants adoptés arrivent, non seulement ils mettent le pyjama de papa, ils mettent les babouches de papa, ils prennent le costume de papa, et ils finissent par mettre les enfants du père dehors et occupent l'espace. Ils disent vous êtes donc cet enfant du père qui est dehors. Nous sommes les biaïstes, parce que je ne suis pas seul. Mais vous êtes un biaïste particulier, parce que lorsqu'on vous écoute, on a l'impression qu'il vous arrive de rencontrer quand même le président Biya. Vous avez plusieurs anecdotes à vous lisez mon livre. Mais vous le rencontrez, je suis honnête, et il vous laisse à la merci de cela. Comment? C'était donc la preuve de la faiblesse et de l'effacement du président. Parce que aujourd'hui, vous me donnez, et ça c'est, quand je dis que vous êtes un journaliste extraordinaire, le ballon d'essai commençait donc par là. Vous savez, lorsque M. Sanga Nyamding, membre titulaire du comité central, a été mis à la disposition de l'annexe de l'université de Ngaoundé-Lagaroua, c'était le ballon d'essai. Certains ont dit, oh, il parle trop. Certains ont dit, c'est bien fait pour lui. Mais ils n'ont pas compris que les prédateurs qui ont pris le président en otage voulaient commencer par ceux qui, de manière visible, étaient avec le président. Mais écoutez, lorsque vous faites une espèce d'introspection visible, mais regardez même autour du président. Franck Biya est quoi dans la République? Franck, son fils. Faites une étude sérieuse. Allez un peu observer au village du président. Moi, je l'ai faite. Quand on dit que Ateba Yine et moi avons souvent une longueur d'avance sur les autres, nous nous sommes rendus compte que même lorsque vous allez dans le Grand Sud, mais allez voir les parents du président. Vous croyez que si ces gens, à un moment donné, parce que à un moment donné, je parle du manœuvrier, Paul Biya, manœuvrait. Vous croyez que si moi j'étais
à côté du président longtemps, je n'aurais pas demandé que son frère, Papa Pierre, qui se bat à gauche et à droite aujourd'hui, soit au moins ministre. Vous pouvez être président de la République, votre fils n'est même pas chef de bureau. Vous pouvez être président de la République et vos neveux sont maltraités et sont dans l'entre-gens. Permettez-moi. C'est qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les profiteurs. C'est-à-dire ces gens ont compris très vite que lorsqu'on disait au président de la République que nous nous battons pour la durée au pouvoir, eh bien, malheureusement, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Le président était convaincu que ces gens lui voulaient du bien. Mais lorsque vous observez, à partir de la famille nucléaire du président, sortir de la famille nucléaire, les originaires de Sangmélima, vous sortez de la famille de Sangmélima, les originaires du Sud, mais ils vivent comme des chiens, ils vivent mal. Écoutez, récemment... Avec toutes ces promotions dans le Sud, ministre et DG, vous trouvez qu'ils vivent pas bien? Permettez-moi de vous dire quelque chose. Oui. J'ai eu à faire une étude que je décline dans mon ouvrage. J'ai dit à une très haute personnalité proche du chef de l'État, je peux même vous citer la personne, le directeur du cabinet civil. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le directeur du cabinet civil, demandez à tous les ministres, amusez-vous, sachant que ce n'est pas possible ou possible, amusez-vous à demander à tous les ministres de la République de vous sortir le fichier de tous les fonctionnaires de catégorie A, originaires du Sud. Voilà quelque chose que je dis à la télé. C'est-à-dire que appelez les ministères, appelez le ministère de l'administration territoriale, le ministère du commerce, le ministère des affaires étrangères, le ministre, et bien quelques-uns et autres, je peux citer au moins une vingtaine, une trentaine de ministères. Vous leur dites, donnez-moi le fichier des originaires du Sud. Vous demandez, et vous allez voir quelque chose. Vous savez ce qu'on a déjà découvert? Que même lorsque les originaires du Sud, contrairement à ce qu'on vous fait croire, lorsque Charles a écrit Le paradoxe du pays organisateur, lorsque vous prenez, c'est aux cadres du Sud qui sont très compétents. Vous allez voir que certains ont le niveau, ils ne sont même pas chefs de bureau dans les ministères. Mais ils ne seront pas touchés le bureau quand même. Je ne l'ai pas dit. Mais sauf que la République du Sud. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui. Si vous commencez par ignorer les compétences des gens proches du président, moi je ne peux pas être président de la République, et j'ai des originaires d'une CAM ou de la Liké avec une certaine compétence, je vois des incompétents au-dessus d'eux. Je vous appelle quand même, je vous dis là, bien. vous n'êtes pas le président de la République. Hein. Suivez-moi bien. Si vous gérez, une incompétence, c'est quoi? Je vous prends, j'ai l'impression que vous me comprenez mal. J'essaie de vous comprendre. Permettez-moi d'illustrer en 30 secondes. Je suis originaire du Sud, n'est-ce pas? Et je suis par exemple divisionnaire, commissaire divisionnaire. J'ai la compétence du grade, j'ai la visibilité. Mais je suis dans un service où mon patron est un commissaire 4 étoiles ou un commissaire principal. Donc vous voyez que je vous démontre que le Sud même de Paul Biya est victime d'injustice. Et ce n'est pas la faute à Paul Biya. C'est quelque part donc une stratégie qui a été bien menée et bien pensée par des gens qui ont plutôt fait croire au chef de l'État que vérifiez. Si le moment viendra, parce que je suis tenu parfois au devoir de réserve, où je vais vous dire, allez dans tel ministère, voilà, tel est administrateur civil principal. Il est originaire du Sud. En fait, ce que je vais démontrer en un mot, c'est que ceux qui ont le plus souffert dans cette affaire, ce sont les originaires du Sud. Je ne voudrais pas qu'on tienne... D'accord, on retient cela. Où on vient nous dire que... Bon, alors, je vous démontre par là que, malheureusement, le président Paul Biya, vous savez, je suis passionné d'un politologue américain qui s'appelle Hans Morgenthau. Il a écrit Politics Among Nations. Vous savez ce qu'il dit? Lorsque vous avez le pouvoir, il faut l'utiliser pour vous. Sinon, les autres vont l'utiliser contre vous. Je vous démontre tout simplement que ceux qui sont là, ceux qui crient haut à cri que le président, ils ne croient pas au président. Ils veulent utiliser la réélection du président de la République pour eux. D'accord. Bonsoir, professeur. Moi, je pense en toute objectivité qu'il est temps pour vous de faire votre deuil politique et de rejoindre les forces vives de l'opposition. Celle du Grand Nord me semble être une option crédible et pertinente pour vous. Il n'a pas de leçon à me donner. Alors, regardez cet individu. Goni Moussa a tout dit. Je vous prends un cas d'un monsieur comme ça. Il ne me connaît pas. Je ne parle pas de lui. Mais il vous écoute, il a l'impression que... Mais sauf que je n'ai pas besoin de ses conseils pour exister. Vous comprenez? C'est exactement ça dans la camionnerie. Vous avez une prise de position. Il est incapable de prendre une position. Parfois, ce sont des agents secrets ou des gens qui sont choqués
parce qu'ils ne veulent pas perdre leur place. Parce que vous avez un langage proche, un peu trop proche. On a toujours dit ça, Gateba Yene et moi. Mm. Mais est-ce que vous croyez que dans un pays qu'on veut construire, on peut vraiment parler d'opposition? On parle de citoyenneté. D'accord. On parle de construction d'un pays. Mm. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis que observer la société, ce que cet individu arriviste est en train de faire, ce sont les injures qu'il envoie à tout le monde, mais il ne peut pas me donner des leçons. D'accord. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, je me suis engagé sans lui, et le soutien que j'ai apporté au président de la République, je doute fort qu'il puisse lui apporter le même soutien. 3 ans après. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Veuillez demander au professeur Messanga s'il pense que son maître est encore à mesure de protéger ses enfants biaïstes en l'état actuel des choses où, selon lui, les enfants adoptifs ont pris la maison en otage. Paul Penda, depuis Kribi, vous avez suffisamment élaboré là-dessus. Dites au professeur que le président a été floué par ses frères, ses collaborateurs et autres. Il leur a tout donné et lui-même n'en a rien bénéficié. Simon depuis Bafoussam, qui rejoint un peu ce que vous disiez je suis d'accord tout à l'heure. Mais c'est un combat. Je voudrais effectivement dire que les adoptés ont tout pris et sont pressés de voir vite le président dehors. Alors, pour le voir dehors, il faut qu'ils mettent d'abord tous ceux qui ont soutenu le président valablement. Regardez, je vais vous prendre une illustration. Comment pouvez-vous comprendre que dans un pays comme le nôtre, vous avez des personnalités comme Kava Yegui Djibril, au nord, à l'extrême nord. Vous avez des grandes personnalités comme Talba Mala, au Grand Nord. Vous avez dans le littoral des grandes personnalités comme Laurent Esso. Au Grand Centre, vous avez des personnalités comme Eyebe Aïssi. Vous avez des personnalités comme René Sadi. Je peux en citer d'autres. Vous avez même au-dessus des personnalités comme Moutazé, Ayole et autres. Mais dans le jeu politique, ils sont à côté. Ils sont à côté. Mais et c'est ce qui nous parle. Qui est donc devenu le maître du jeu politique si eux, ils sont Mais le maître du jeu politique a pris aussi en mesure. Vous savez, je vais vous dire, le président est sacré. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose, Jean Zazé. Je suis conscient que nous, Biaïs, nous avons choisi, dans ce danger qui règne, de tomber avec lui. Nous sommes en train de tomber. Ah, justement, vous répondez là à la question. Vous ne m'avez pas vu. Là. Alors, vous ne m'avez pas vu. Vous êtes prêt à tomber avec le président. C'est ce que je quel que soit les critiques. Vous voulez que j'aille où? Je suis une vieille femme répudiée qui est consciente qu'il ne peut plus, elle ne peut plus être épousée ailleurs. Un de vos confrères dit que... Parce que vous ne voulez pas être intellectuel Yango? Non, vous pensez non. Que... C'est ça la dignité. Vous savez, quand j'entre dans un amphi, je suis dans la rue, que ce soit la police, la gendarmerie, les jeunes magistrats, les étrangers, la diaspora. Mais regardez le soutien que nous avons en tant que biaïstes. Ça me suffit. Vous savez, comme le chevalier Bayard, sans crainte et sans reproche. Vous savez, le général de Gaulle, lorsqu'il est entré au combat politique, vous savez ceux qui sont partis avec le général de Gaulle? Ses plus proches collaborateurs. Mais professeur, vous décrivez un président qui est pris en otage, un pouvoir qui est confisqué, mais vous voulez qu'il aille un 8e mandat, c'est pour continuer à donner les avantages à ceux-là. Vous soutenez qu'il soit là pour servir le pouvoir aux autres? Vous savez en quelle année j'ai écrit le coup d'état scientifique? 97. J'ai commencé dans un article que vous retrouvez au bulletin de liaison numéro 17 de la Sorbonne, intitulé « Les tribulations de l'État en Afrique ». J'avais un article intitulé « La question de légitimité de l'État en tant que forme de pouvoir en Afrique ». Et je montrais que la légitimité de l'État, ce sont les actes de production, les routes, les maisons, la rigueur, la moralisation. Et j'ai cité le président Paul Biya. Dans cette introspection et rétrospection, j'ai démontré après que, malheureusement, lorsque le président Amadou Ahidjo part, c'est 750 sociétés. Et puis, observez un peu. Lorsque vous levez la voix, on vous dit « Oh, toi tu ne vois plus ». J'ai même été surpris un jour pour vous montrer la gouvernance par embuscade et les champs par embuscade. Qu'un collègue sur un plateau vienne mentir et dire que « Toi, à soi, on voulait te traduire au conseil de discipline. » T'as défendu, t'as protégé. Oui, il m'a protégé. Ce qui est faux. Et malheureusement pour lui, son patron de soins de l'époque m'a appelé après l'émission. Et plusieurs autres électeurs m'ont dit que mais on ne sait pas comment ce gars a sorti ça. D'accord. Tout simplement pourquoi, permettez-moi. Je vais vous révéler quelque chose, Jean-Jacques Zé. Prenez les étudiants de l'IRIC de 2005 à nos jours.
On a une association des étudiants qui récompense les meilleurs professeurs. Éthique, qualité éthique. Je n'ai jamais violé une étudiante. Je n'ai jamais violé un étudiant. Oui. Je n'ai jamais fait de harcèlement sexuel. Je n'ai jamais été dans les tricheries des notes. J'ai été au cœur de l'éthique. C'est pourquoi, pendant 8 ans, c'est moi que les étudiants de l'ERIC, toutes promotions confondues, ont décerné le prix de l'enseignant le plus apprécié. Je ne l'ai jamais dit à la télé. Donc, alors toutes nos félicitations. Alors, je vous montre, mais l'éthique, j'ai construit mon image académique sur le plan de l'éthique. Alors, comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un arrive, en manque d'imagination, parce qu'il ne savait pas faire la différence entre ce qu'on appelle un islamopole, un homme de lettres, parce qu'en fait... On reviendra pas. Non, je ne reviens pas là, mais je vais expliquer. Alors, je reviens au moins... Parce qu'ils ont refusé de comprendre que le Nord est en train d'être perdu parce qu'on n'a pas été avant-gardiste. On n'a pas été avant-gardiste. Mais qu'est-ce qui soutient cette thèse-là, que le Nord est en train d'être perdu? C'est au regard des grosses mobilisations populaires autour des Tirama, autour des Béloba. On en a vu également autour des représentants du RDPC. Voilà une question scientifique et bien forte. Allons-y. Aux dernières élections, le président de la République a eu 71%. Oui. Mettons même 71,5%. Alors, si vous faites ce qu'on appelle techniquement la sociologie électorale, vous prenez le Nord. Je vais vous donner des chiffres rapidement. Le Grand Nord, c'est à peu près 46 arrondissements. C'est à peu près 6 départements. Il a gagné là-bas. Et c'est une population de 3 800 millions. Moi, j'ai encore dans mes structures le fichier, le sommier officiel de la carte électorale du Cameroun. J'ai été un acteur décisif. Moi, je ne réponds pas à ces petites personnes qui n'ont même jamais rencontré, qui vivent dans le rêve et le chimère. Vous comprenez? Et c'est 3 000, regardez, je vous donne des chiffres, à peu près, l'extrême nord, 3 800, 3 900. Quand vous revenez au nord, le nord, c'est à peu près 4 départements. Je crois 21 arrondissements, quelque chose comme ça. Donc 6 départements. Mais je vous donne les chiffres. C'est 1 600 000 habitants, le Nord, chef-lieu Garoua, avec 4 départements. 4 départements, voilà, ça me vient. Et quand vous redescendez dans cette escarcelle, les 71%, c'est la Damawa. Contrairement à ce qu'on dit, la Damawa est un peu plus peuplée que l'extrême Nord, hein. Je vous donne même notre escarcelle. Donc, on a des difficultés avec le recensement. Mais non, c'est pas que nous avons des difficultés. Écoutez, moi je vous parle là. Oui. Écoutez, moi je vous donne des chiffres du Fonds des Nations Unies sur la population. Et pendant que je parle, vous savez, aujourd'hui, avec les moteurs de recherche, lorsque un scientifique compétent ou quelqu'un de sérieux vous parle aujourd'hui, vous pouvez vérifier tout ce qu'il vous dit à travers les moteurs de recherche. Oui, allons-y. La Damawa, c'est le 2e département le plus vaste et pratiquement l'un des plus peuplés du Cameroun, avec 3 900 000 habitants. Oui, la région. Bon, voilà. Après l'Est, chez vous, qui est la plus grande région, mais l'Est, c'est à peine 700 000 habitants. Oui. Vous êtes à peine 700 000, 800 000. D'accord. Bien. Ils ont donné, écoutez bien, ces 3 régions ont donné au président de la République presque 48%. Je ne regarde pas ces meetings et ce qu'on dit. Ça vient d'où? Ça vient d'une alliance entre ANDP, UNDP, FNC et RDPC. Le MDR. Et MDR, vous voyez, et quand vous m'accompagnez, on peut m'ajouter l'ADD du ministre Garga. Alors, vous voyez, le poids de l'UNDP. L'UNDP a une région. Je vous démontre le coup d'état scientifique. Vous savez, François Mitterrand, à son temps, a écrit le coup d'état permanent. Moi, j'écrirai maintenant, mon prochain ouvrage, le coup d'état scientifique permanent. Ils ont atteint donc une dimension hypersonique de mensonges au point où, si leur nez pouvait s'allonger chaque fois qu'ils mentent, comme Pinocchio, il aurait déjà traversé même l'Atlantique pour arriver au-delà de la Méditerranée. Et ils ne veulent pas voir. Le Nord est en train d'être... Le Nord... Votre maître politique est en train de perdre le Nord. Il est en train de perdre le Nord. Nous sommes en train de perdre le Nord. Et je vais aller plus loin.
Vous m'avez posé la question, ne l'oubliez pas, je suis un méthodologue à l'université. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui. Ce sont les métriques, je vous dis non. À partir des résultats des dernières élections, Jean-Jacques Zé, je vous démontre que lorsque vous prenez l'ensemble des voix des 7 autres régions, c'est-à-dire nord, nord-ouest, sud-ouest, ouest, centre, sud, est, littoral et ouest, mais le président a eu à peine 23%. L'ensemble des voix de l'opposition en 2018 battent l'ensemble des voix du président. Qui sauve donc le président? C'est ces gens du Nord que les gens veulent insulter, veulent banaliser. Si on aime le président, quelle peut être la solution? Il faut négocier. Si moi, j'étais encore dans les faveurs du président, parce que je vais vous dire quelque chose, jusqu'en 2018, j'étais quand même à côté de la stratégie communicationnelle du chef de l'État. Il vous a écarté ou bien on vous a écarté? Ils ont senti à un moment donné que le président Paul Biya avait d'autres préoccupations et n'en pouvait plus, et ils ont mis tout le monde à côté. Est-ce que c'est seulement M. Sanga Nyamding? Politiquement, où est Tobayoum? Politiquement, où est Chouès? Politiquement, où est Sadi? Politiquement, où est Esso? Politiquement, où est Yeba ici? Politiquement, où est Motazé? Politiquement, où est même Ayoloké là? Je peux vous citer des tonnes. C'est une stratégie bien organisée, mais qui n'est pas terminée. Qui voudrait que, si nous avions des gens sérieux dans le camp présidentiel... Dans ces conditions, vous donnez raison à ceux qui pensent que Biya n'est pas candidat. C'est les autres, à travers Biya, qui veulent maintenir le pouvoir. Vous êtes d'accord là-dessus? Pour la première fois avec vous, Jean-Jacques Zé, je fais une impasse dessus parce que j'en sais trop. D'accord. J'en sais un peu trop, mais je pense que le ministre René Sadi, qui est l'une des personnalités les plus biaïstes et qui a le plus connu le président, nous a suffisamment éclairé. Et je pense que tout ce que vous voyez là, pour la plupart, à 97%, écoutez, regardez les alliés. Citez-moi un seul allié de l'opposition qui n'a pas voulu la tête de Paul Biya à un moment donné. Je vous prends qui intellectuel, qui homme politique. Mais regardez ces gens qui disaient que Biya doit partir. Pourquoi ils portent le président aujourd'hui? Ils veulent donner l'impression qu'ils sont plus proches du président que nous. Lorsque nous disons, par exemple, il ne faut pas ci, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que, bon, avec les Messanga, les Sadi, les Motazé, les Esso et les autres, on a perdu le combat. Les Kongchou Komeni, je peux vous citer d'autres. Alors, etc. Alors, avec l'enjeu de la présidentielle 2024. ils ont dit, allons. Quoi finalement, professeur? L'enjeu de l'élection présidentielle, c'est des personnes qui veulent à tout prix et à tous les prix faire élire le président pour gouverner à sa place. Entre-temps, le président, il a croisé les bras. On attend, nous les biaïstes, et c'est là où je garde la réserve. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas fini. Vous pensez qu'il peut avoir un sursaut? Oui, il y aura quelque chose. Un sursaut, il peut avoir. Lorsque le président réussit à ne pas nous sommes tenir de peut-être conseil. idiots, nous sommes peut-être tétanisés comme tout ce peuple camerounais qui ne sait plus jouer collectif, qui ne sait plus défendre ses intérêts pour la plupart. Et puis il y a un autre discours qu'il ne faut pas tenir. Regardez, les mauvais propagateurs de nouvelles et ceux qui portent la mauvaise nouvelle, la mauvaise information. Mais regardez comment ils sont instrumentalisés dans la presse comme chez les intellectuels. Que l'opposition soit unie, on va voir. Justement, c'est ça cette question. Mais dans ces conditions-là, c'est faux. Comment devrait se comporter l'opposition? Vous n'êtes pas l'opposition, mais vous êtes un analyste. Oui. Comment elle devrait se comporter? Comme au Sénégal. Union obligatoire ou échec assuré? Non. Lorsque un peuple est responsable, n'est-ce pas? Vous pouvez être 1000 candidats. Le peuple sait ce qu'il peut faire. On l'a vu au Sénégal. Au Sénégal, il y avait combien de candidats? Mais on présente quoi au peuple? Oui. Avant ça d'abord. Oui. Il y avait combien de candidats au Sénégal? Vous savez, il y a des gens qui sont devenus entraîneurs de football. Ils sont devenus politologues. Ils sont devenus tout. Comme cet individu qui ose me parler. Est-ce qu'il a un nom comme moi? Est-ce qu'il a une crédibilité comme moi? Est-ce qu'il peut s'asseoir et venir? S'ils sont intéressés, certains qui écrivent là, qui viennent dans les plateaux sont ouverts. On va échanger. Mais ils ne peuvent pas parce que ce sont des espions pour la plupart. Ce sont des gens dépassés. Hein, vous comprenez? Alors vous comprenez, on les appelle, ailleurs en France, on les appelle, ou à l'étranger, des ripoux. Le Cameroun s'est construit avec des grands ripoux. C'est qu'on appelle les atomiseurs, les destructeurs, des bombardiers,
Des gens qui sont seulement là pour humilier. Parce que l'objectif aussi aujourd'hui, M. Jean-Jacques Zé, c'est quoi? C'est d'humilier chaque personne qui ne pensera pas comme eux. On va vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais quelque part, lorsque vous avez une crédibilité, et il y a ce qu'on appelle en politique l'état de service, eh bien, vous n'avez pas peur. Alors, sur l'opposition. Parce que je sais que l'avenir nous a toujours donné raison. D'accord, sur Le l'opposition. présent nous donne raison et l'avenir nous donnera raison. D'accord, sur l'opposition, la thèse développée aujourd'hui, c'est qu'il faut aller à un consensus dans l'opposition. Beaucoup disent même que c'est la seule voie, la seule façon pour espérer ils ne connaissent pas la renverser le président La Biya, seule qui est voie- quand même là depuis plusieurs années. Vous connaissez la seule voie? C'est laquelle? Permettez-moi. Allez-y. La seule voie, Jean-Jacques Zé, c'est d'avoir un peuple responsable. Vous savez, estimez que le peuple camerounais le aujourd'hui n'est peuple- pas vous savez suffisamment pourquoi? responsable? Pas qu'il n'est pas suffisamment responsable, le peuple est embrouillé. Et puis le peuple aussi, certains sont corrompus. Le peuple, certains cherchent leurs intérêts. Mais je crois au peuple camerounais. Je crois. Vous savez pourquoi je vous dis que Est-ce qu'on laissez peut s'arrêter? l'opposition, Oui. permettez-moi, laissez le pouvoir. Au Sénégal, il y avait 18 candidats. Mais ils savaient qui était sérieux. Et pourquoi j'appelle votre attention là-dessus? Oui. C'est que, en tant qu'analyste rigoureux, je sais et j'ai peur que nous perdons le pouvoir de cette façon. J'ai peur que Paul Biya perde le pouvoir. Écoutez, vous croyez que j'ai peur de qui? J'ai des intellectuels qui se sont Vous avez dévoyés. peur, pourtant vous avez démontré qu'il a perdu. Non! D'accord. On peut encore se rattraper. Comment? Par la méthode Biya. Mais la méthode Biya, c'est quoi? C'est la négociation. C'est la conciliation. C'est pas la violence. Vous verrez bien repartir vers Bello Bamaïgari. Alors, auquel cas, ça veut dire que, à sa façon, comme il a dit, le Cameroun est une république. C'est le conseil que vous lui donnez. Il a dit à vos confrères, je crois à France 24, que c'est une république. Nous ne sommes pas une monarchie pour que je passe au pouvoir. Peut-être que c'est aussi sa façon à lui de penser que j'irai jusqu'au bout, quitte à perdre et sortir par la grande porte. Et dire que, voilà, je suis un démocrate. N'oubliez pas quelque chose que nous les biaïstes nous sentons. Le président Paul Biya, on a peut-être du vague à l'âme, nous avons peut-être mal au cœur. Qui vous dit que ce n'est pas sa façon à lui à retourner le pouvoir au nord? Qui vous dit que ce n'est pas sa façon à lui à rendre le pouvoir à Bello? Donc moi je dis il faut faire attention. Parce qu'au pays aujourd'hui, il n'y a pas 5 personnalités qui ont côtoyé Paul Biya comme Bello. Je vous les cite. Il y a René Sadi, il y a Yann Philemon, il y a Bello Bouba Maïgari, et puis il y a Kava Yege Djibril, et quelques-uns qui ont connu le président. C'est un sphinx. Et puis il y a aussi un corps silencieux, des personnes comme Ayan Luc. Vous voyez, qui observent face à une agitation très poussée. Moi je pense que la politique, il faut faire attention à un revers que les amateurs ne peuvent pas comprendre. Mais nous autres biaïstes, qu'est-ce que vous constatez? Jusqu'à la dernière minute, nous continuons à penser que si le président Paul Biya, tel que les choses sont parties, veut gagner les élections, il sait ce qu'il faut faire. D'accord. Alors là, c'est ce que le président il sait ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que l'opposition doit pouvoir faire si elle veut? Mais l'opposition joue son rôle. Et ils sont candidats, ils vont aller aux élections. Comme vous le dites en baissant C'est la la voix, démocratie. on a l'impression que vous pensez qu'il n'y a pas de force en face. Non, non. Ceux qui sont candidats Vous aujourd'hui. êtes un journaliste, c'est terrible. Hein? C'est-à-dire que j'ai compris ce que vous voulez me dire. Vous voulez m'amener à dire qui peut quand même gagner cette élection. Non, celui qui a vraiment le vent en poupe du point de vue de l'analyse, qui va quand même au moins challenger le président, c'est le ministre d'État Bello Bouba Maïgari. Il ne faut pas écouter ces ragots. Vous pensez qu'en dehors C'est du Nord qui va être émietté quand même, c'est pas un il peut problème faire du le poids Nord. sur le plan Ce n'est national. pas un problème Est-ce qu'il a une percée, une pénétration des au prédateurs. niveau du Cameroun méridional? Il n'y a pas un problème de prédateurs multi-ethniques. Il y a un problème de charisme et d'expérience. Vous voyez, tout le monde se lève et dit qu'il peut être président. Mais vraiment, dans un pays sérieux comme le Cameroun, vous croyez que si vous n'avez pas été à un moment donné ministre de la République, vous n'avez pas eu à faire vos preuves quelque part. On n'est pas à l'étranger ou ailleurs. Vous ramenez un peu ce que d'aucuns considèrent comme avoir une certaine expérience. Une grosse expérience. À un moment donné, vous éliminez pratiquement de beaucoup. toute façon, dans le jeu politique actuel camerounais, laissons d'un côté le pouvoir, laissons un côté l'opposition. Quels sont les hommes politiques qui sont sérieux lorsqu'on les observe? Un, il y a Paul Biya,
2, il y a Belobou à Magari. 3, il y a René Sadi. 4, je peux continuer à en citer. Vous voulez que je continue? Tu es un peu dans l'opposition finalement. Mais alors, non, alors pourquoi? Je vous dis, lorsqu'on parle des hommes politiques sérieux, Akérémoula n'est pas sérieux. Non, attention. Et je continue. Akérémoula est dans le top 10. Hein. D'accord. Il y a le top 10. Parce que dans vous demandez, au regard du temps que nous avons imparti, j'aurais continué. Cabral est un garçon qui est dans une dynamique. Mais Cabral n'a pas suffisamment de background pour être président de la République. Je ne suis pas contre lui. Et vous voyez que vous m'avez fait sortir un mot que je ne voulais pas sortir. Vous comprenez? Il faut pas. Vous savez, lorsque vous êtes sérieux, oui. Vous avez été quand même proche d'une personnalité comme le président de la République. Mais le jeu démocratique de Cabral, c'est quelqu'un qui a de l'avenir. C'est quelqu'un qui a fait ce qui fit ses preuves. Mais quand on parle effectivement d'un Cameroun en tourbillon, qui doit être reconstruit, relancé, dans l'ordre national, quand je fais mon top 10, je peux continuer à vous mettre dedans des personnes comme Laurent Esso, des personnes comme Louis-Paul Motazé, des personnes comme Eyebassi. J'ai un top 10. Des gens sérieux. Sérieux veut dire, j'ai été fidèle au chef de l'État, j'ai fait mes preuves parce que j'ai un parcours administratif, j'ai été fidèle au chef de l'État, et puis j'ai quand même un background qui me permet de... Est-ce qu'on est en train d'aller vers un chef d'État bis? Les gens que vous citez dans votre top 10 qui ont été à l'école du chef de l'État, dont le bilan pour beaucoup n'est pas c'est leur expérience. C'est l'expérience. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils vont reproduire ce que Paul Biya. Écoutez, qui était le numéro 1, soit idiot. Il y a le président Paul Biya qui a été secrétaire général de la présidence de la République. Et puis, il y a eu, après le secrétaire général de la présidence de la République, il a été Premier ministre. Et attention, dans mon top 10, il y a Maurice Kamto. D'accord. Qui a le charisme, qui a l'essentiel, qui a aussi tout pour être compétitif. Mais écoutez, vous savez, chez nous, les savants disent que quand ton frère te dépasse, moi, condamne. Il faut porter dans ça. Alors, donne-lui la chaise. Ça veut dire que, regardez, est-ce que je me suis mis dedans? Lorsque la patrie est en danger, il faut faire appel à ce qu'on appelle des Sherpas. Des Sherpas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à construire le pays et ignorer que ce pays a quand même eu des gens comme Akamem Foumou. Qui est dans le... Quand vous prenez une personnalité comme Edouard Akamem Foumou, oui, dans un jeu politique bizarre à reconstruire, vous ne mettez pas en première ligne. Vous attendez à quoi? Je peux ajouter. Il doit aussi aller à la retraite. C'est le Sherpa. Un Sherpa, c'est un fleur. Oui. Je ne vous dis pas qu'il vienne comme président de la République. Oui. Vous les mobilisez. Dans un conseil ad hoc, vous appelez les Conchou. J'ai vu le pauvre Conchou qui souffre, qui est méprisé, qui est perdu totalement. Je l'ai écouté, j'ai dit, oh mon Dieu, l'espoir fait vivre. J'ai rigolé. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une dépersonnalisation même des élites. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Lorsque vous avez encore un peu de personnalité, on veut vous humilier. Mais les esprits pauvres, on ne peut pas les humilier. Ramenez à cette élection présidentielle, je dis que, in fine, nous sommes allés aux élections, mais n'oublions pas une chose. Nous sortons d'un mandat de 7 ans. Et j'ai produit un livre. Voilà ce que j'ai dit en 30 secondes. On n'a plus que 2 minutes. Oui, première décennie. Première décennie du président de la République. 15 remaniements ministériels. L'homme fort, l'homme du changement. J'ai tout expliqué dedans. Deuxième décennie, première décennie, 82, 92. Deuxième décennie, 92-2002, 11 remaniements. Troisième décennie, 2002-2012, 5 remaniements. Quatrième décennie, 2012 à nos jours, il n'y a eu que des réaménagements, aucun remaniement ministériel et 2 réaménagements ministériels. C'est quoi? C'est la fatigue? C'est l'essoufflement? Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc vous comprenez, il faut construire et projeter notre élection dans la mobilisation, dans la sagesse, dans le bilan. Dans le bilan. Ceux qui ont pris le train très tard, ce n'est pas de ma faute si vous n'êtes pas entré en politique très tôt. Ce n'est pas de ma faute si certains se sont réveillés et ont et dans le bilan, justement dans le bilan, on va sortir par là. Oui, si on vous demande à 1 ou 2 mots de faire finalement le bilan du président Biya, votre maître politique, en 42-43 ans, vous le qualifiez comment ce bilan? Je lui donne, au niveau de l'ouverture démocratique, je lui donne 20 sur 20. 20 sur 20, ouverture démocratique. Alors, rigueur, moralisation? 4 sur 20. 4? Oui. Rigueur, 4 sur 20. Moralisation,
2 sur 20. Justice sociale? Justice sociale, ah oui. Là, le président est à 15 sur 20. Il a construit des écoles, il a construit des universités. Quand vous voyez les aménagements routiers, même s'il y a encore de gros problèmes du fait de l'affaiblissement du président. Parce que Paul Biya, que nous avons connu étant là, Douala ne serait pas une poubelle, Douala n'est plus une ville. Yaoundé n'est plus une ville. Et je laisse ailleurs. Donc je pense que sur ce, vraiment, justice sociale, il s'est beaucoup battu. Le président a multiplié les lycées, les collèges. On est objectif. Vous savez, le biaïsme, c'est la vérité. C'est la force patriotique. Autour d'un homme, qu'il faut le dire, nous a apporté. Puis il y a quelques heures, lorsque vous voyez M. Kleida qui pleure, on l'insulte. Vous prenez le JICAM qui sort, on l'insulte. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes une société neutralisée par des gens qui ne sont pas à leur place. Incapables de mettre en place des stratégies de communication pour relever. Quand vous prenez les 9 propositions de Kleida, qu'est-ce que Kleida dit de mauvais? Rien du tout. Tout ce que Kleida dit est vrai. Donc les gens ne discutent plus. Et puis un dernier point, puisque c'est la fin. Est-ce que vous croyez qu'un remaniement ministériel avant le 12 octobre, c'est-à-dire on appelle ça une espèce de rectification n'est pas nécessaire? Vous comprenez donc que ceux qui sont dans la bonne voie, qui étaient dans la bonne voie hier, et qui sont dans la bonne voie aujourd'hui, et qui sont dans la bonne voie demain, ce sont les biaïstes. Parce que qui vivra verra, parce que l'élection présidentielle est une étape, sa matérialité est la fin du parcours, c'est aux prochaines élections locales. Alors si ce remaniement ou réaménagement rectificatif intervenait, et qu'on dise au professeur Messanga Amding, venez retrouver l'équipe. Je viens, si c'est Paul Biya qui m'appelle. Mais ça va être difficile parce que nous sommes découragés. Parce qu'ils ont fait tellement de mal. Mais regardez, au football, ça ne marche pas. C'était l'opium du peuple. Focavolet, ça ne marche pas. Au niveau économique et tout ce que vous voyez, les affaires de route, Douala, Yaoundé, ça ne marche pas. Au niveau de la promotion des cas, ça ne marche pas. Au niveau sécuritaire, ça ne marche pas. Au niveau même de la mobilisation politique, ça ne marche pas. Vous avez vu tout ce qui s'est passé récemment. Et lorsque vous dites tout ça, il y a une conclusion, hein? Oui, il y a une conclusion. La conclusion, c'est que... C'est la refondation. Eh bien, il faut changer. Non. Il faut changer. Oui, c'est-à-dire que j'ai un langage clair. C'est la refondation du personnel politique. D'accord. On ne peut pas nous interdire de le dire. On ne peut pas construire un pays avec des mercenaires. On ne peut pas construire un pays avec des ninjas, comme on a vu au Congo, des va-t-en-guerre. Le président Paul Biya aujourd'hui a besoin de personnes assez fines. Le président il y a trop de rustiques qui ont envahi la cité. Des gens trop durs, un peu trop violents, dans le comportement, dans le langage. C'est pas ça Paul Biya. Nous avons quand même droit de dire que ça ne va pas. Et aujourd'hui, le seul, et je dirais la seule porte de sortie capable d'inciter encore à une mobilisation, c'est 2 choses. 1, la remobilisation avec tous ceux qui, en 43 ans, quelle que soit leur sensibilité, ont soutenu le président Paul Biya. Il faut qu'on se reparle. D'accord. Deuxièmement, le parti n'existe plus. Regardez ce qui s'est passé au palais. Mais écoutez, c'était un signe criard et visible. Le président est d'ailleurs parti sans demander l'investiture au parti. C'est la 3e fois où il va sans l'investiture du parti. Et regardez tout ce qui s'est passé. Quand au palais, encore que je suis de ceux qui pensent qu'on n'aurait pas ouvert le palais à on aurait ouvert les portes du palais qu'à 2 conditions. Soit ils ont décidé d'ouvrir les portes du palais et le président Paul Biya n'a pas contesté. Soit on ouvre les portes du palais et le président Paul Biya n'est pas informé. Je continue à penser quand même dans une 3e solution que il sait qu'on a ouvert les portes du palais, mais je pense que dans ma conclusion, c'est la mort de la mobilisation par le parti. Parce que vous avez quand même vu que ceux qui tiennent l'escarcelle, ceux qui tiennent la mobilisation, ce sont les fonctionnaires. Or, depuis Bamenda, passant par les différentes 15 secondes qui se sont opérées, la mobilisation politique, c'est pour la première fois en 43 ans où nous voyons des personnes franchir l'escarcelle du palais sans que ce ne soit Paul Biya qui soit au Pérou.
pour les recevoir. Merci, professeur Moi, ça Charlemagne m'interpelle. Massanga Yamding, d'être venu. On se fera encore le plaisir de vous recevoir à une autre occasion pour Merci beaucoup. cet échange avec Merci le franc-parler qui vous a Merci. toujours caractérisé. Merci aux téléspectateurs. Les messages sont nombreux. On ne pouvait pas les lire tous, surtout vous qu'ils allaient pouvez dans le lire sens, quelques-uns, surtout quand qu'ils même. allaient dans le sens des questions qu'on était en train de poser. On recevra certainement l'avis contraire au professeur de Sarah Yamding. Nos portes sont ouvertes pour le débat démocratique. On se retrouve demain pour une édition ordinaire de Le Grand Soir. Très bonne soirée à tous.